Donc un premier rebond par rapport à tout ce que j'ai entendu dans la journée. Bon. Sur la question des ressources, vous avez dit plein de choses absolument intéressantes qui m'ont même poussé à changer ma présentation pour virer tous les gras et soulignés et prendre la bonne police, des fois qu'il y ait des troubles 10. Ce qui sous-entend que finalement, c'est quand même une attitude, on va dire volontaire, de se mettre à disposition les choses. Mais je voulais rappeler deux choses assez importantes. On est plusieurs à partager l'approche instrumentale des technologies. C'est pour ça que j'ai repris la notion d'outils ce matin. Et dans l'approche instrumentale des technologies, les technologies sont de deux natures. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'artefact, on va dire la manifestation matérielle, et de l'autre, il y a les schèmes. Et donc, je voudrais vous rappeler que tout ce qu'on a raconté sur vos ressources sont des artefacts, finalement, de la forme scolaire et universitaire. Et ils contiennent en eux les schèmes qui règlent le temps d'apprentissage, qui règlent la représentation des lieux d'apprentissage, qui règlent les curriculums et la manière dont se représentent les curriculums, les étudiants, les organisations, les règles. Bref, je suis en train de reprendre un message que j'ai fait passer ce matin. L'accessibilité, c'est l'accessibilité institutionnelle et pas uniquement des ressources. Deuxième élément vraiment intéressant, et merci vraiment aux intervenants aujourd'hui, la question d'une vraie tension entre, c'était très fort dans le travail sur les manuels scolaires, entre les modèles économiques et marketing, comment on déclenche l'achat, et c'est valable pour nous, comment on déclenche l'achat de ressources à l'échelle des présidences des universités, à l'échelle de l'AMU, il y a tout ça. Et puis de l'autre côté, on voit bien qu'il y a une vraie tension avec les logiques d'appropriation et les logiques d'ergonomie. Donc c'est quand même un vrai sujet. Deuxième entrée qui me paraît vraiment intéressant, c'est cette question de finalement arrêtons d'essentialiser tout ce qu'on raconte et considérons l'accessibilisation comme un processus permanent. J'ai adoré votre échange sur le rouge plus le gras. Oui, mais il y en a qui ne voient pas le souligner. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de il faut toujours remettre le métier en mouvement, parce que demain, il y aura des troubles 10 qui auront traversé la Méditerranée et qui auront en plus des problèmes culturels, et puis d'autres qui auront de nouveaux troubles, etc., etc. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée de processus qu'on doit intégrer maintenant en tant qu'enseignant et enseignant-chercheur, qui renvoie à cette idée déjà ancienne de conception centrée utilisateur. Finalement, ça renvoie plutôt à de la co-conception centrée utilisateur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une première conception centrée utilisateur, ça nous exonère pas d'en refaire une à la rentrée suivante, de tester, d'avoir des retours étudiants, etc., etc. Vous allez voir que ça va loin après par rapport aux dynamiques de projet. La deuxième chose que j'ai trouvée très 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 intéressante aussi, c'est cette référence quasiment permanente à Tim Berners-Lee. Alors là, vous m'avez bluffé, parce que d'habitude, je suis le seul à en parler. Tim Berners-Lee, le créateur du web. Et effectivement, il y a eu 3 ou 4 interventions où tout le monde a rappelé l'utopie du web. L'utopie du web chez Tim Berners-Lee, c'est le village planétaire. Est-ce qu'on le partage, ce village planétaire ? Clairement, est-ce qu'on partage vraiment le web ? Probablement non. Alors, premier exemple, vous l'avez pas mal cité, la stigmatisation des représentations très stigmatisantes des étudiants en situation de handicap, jusqu'à ce qu'ils ne déclarent pas leur handicap quand leur handicap est invisible. Vous avez été plusieurs à en parler. Deuxième élément vraiment important, on rajoute la couche numérique là-dessus. Il y a un tel discours sur le fait que la numérisation est obligatoire et que nous sommes rentrés dans une société numérique que finalement, si on se sent en difficulté avec le numérique, c'est pas la faute de la machine, c'est pas la faute de l'institution, c'est la faute de personne d'autre que soi-même. Et visiblement, c'est encore plus fort pour les personnes déjà stigmatisées en situation de handicap. Pour moi, ce ne pas dire renvoie à les questions d'identité et d'estime de soi, et on a un vrai boulot à faire là-dessus. Et puis en même temps, il y a des vrais signaux. Alors, je vais refaire mon breton pénible. J'ai parrainé une structure qui s'appelle My Human Kit. Alors, c'est quoi My Human Kit ? Ça a une petite dizaine d'années.
C'est un Fab Lab qui vient de l'aventure d'un jeune homme qui s'appelle Nicolas Huchet, qui a perdu une main quand il avait 20 ans. Il a traîné pendant 3 ans avec une dépression post-accident absolument terrible. Et puis un jour, il arrive dans un Fab Lab avec des barbus chevelus. J'ai plus assez de cheveux pour le mimer, mais avec des barbus chevelus qui appliquent la règle des Fab Labs du MIT, etc. Tu vas dans un Fab Lab, tu fabriques tes trucs. T'es handicapé ou pas handicapé. Alors ils ont plein de défauts, hein. Il y a peu de femmes, ils peuvent être un peu obtus, ils peuvent être militants du libre, etc. Mais ils ont une qualité extraordinaire, ils jugent jamais et ils accompagnent tout le temps. Bilan des courses, My Human Kit, c'est le Fab Lab de reconstruction des personnes en situation de handicap. Depuis 10 ans, ils ont d'abord accueilli des personnes en situation de handicap physique. L'aventure de Nicolas Huchet, c'est quand il s'est transformé en personne en situation de handicap, en expert international de la première prothèse libre reproductive dans tous les pays en guerre, etc., etc. Donc la transformation. Et son grand désir, c'était de devenir batteur. Quand on a un bras en moins, c'est quand même pas évident. Et ben ça a été totalement contagieux. Et on assiste dans cette structure à une sociologie du handicap. C'est-à-dire que globalement, sont arrivés d'abord les handicapés les situations de handicap physique, puis les situations de handicap sensoriel, et arrivent aujourd'hui les situations de handicap psychique. Pour ceux qui travaillent sur les autistes, je pense que ça vaut le coup que vous alliez regarder ce qu'ils font dans cette structure. Et vous avez aussi renvoyé des choses qui sont, on va dire, à la fois des choses très anciennes, mais qui sont réactivées. J'ai entendu parler, avec Melpomène, des approches réflexives et expérientielles. Je crois qu'effectivement, quand on est dans des logiques d'alternance intégrative, enfin quand on réfléchit les maquettes, il faut vraiment réfléchir ces modalités-là. Les questions d'intergénération, les questions de co-développement, de collaboration entre les ingénieurs pédagogiques et les EC et les enseignants-chercheurs. Vous avez présenté des choses où finalement on a des nouveaux binômes. On ne demande pas à l'enseignant-chercheur tout seul de monter son truc. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant à travailler là-dessus. Et je pense que la suite... Bernard Montcubert posait la question. Moi, il me semble que la fédération autour de ça, c'est une fédération des Living Labs, des Fab Labs, des expérimentations terrain, et que si on fait une fédération à l'échelle des ministères et des présidents, ça ne marchera pas. Ce qui va marcher, c'est en fait une fédération soutenue par des expérimentations de terrain qui mutualisent, qui travaillent ensemble. C'est la logique qu'on vous propose, nous, avec les logiques Living Lab. Et c'est là que je veux rendre hommage à Gaston Pinault, qui est à la fois québécois, mais un Tourangeau qui a été prof ici pendant des années, qui m'avait entraîné dans l'université populaire avec ATD Carmonde. Je ne sais pas si certains se rappellent de ça. Effectivement, quelle que soit la situation des gens, il y a toujours un désir d'apprendre pour peu qu'on installe, on va dire, un environnement capacitant. Je vais pas être long parce que je pense qu'on est... voilà. Donc ce que je voulais vous dire et qui rejoint, et ça vous allez retrouver dans le bouquin, c'est clairement qu'il faut qu'on s'interroge sur l'engagement étudiant, parce que l'engagement étudiant, c'est pas juste déclencher les remises à niveau, etc. C'est super important, hein, mais l'engagement étudiant, il doit aller jusqu'à la persévérance, il doit s'accomplir, etc. Et j'ai changé ma diapo. Ça, c'était la diapo qui était issue du travail qu'on a fait avec le PIA Dune Désir. Et puis en fait, je me suis rappelé que la semaine dernière en Martinique, quand les élèves de CM2 qu'on a mis en focus group décrivaient leur maîtresse, qui était la super maîtresse, ils ont dit « elle est gentille ». Que les élèves de collège, quand ils ont décrit le super prof, ils ont dit « il est gentil et en plus il a vachement d'humour ». Et quand les élèves de lycée professionnel ont décrit leur super prof qui a fait le super boulot pendant tout le confinement, on est en Martinique, hein, donc vous imaginez que ça a été très 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 compliqué pour eux, eh bien c'est pareil, ils commencent par « il est gentil », il a de l'humour, puis après on entend... il a préparé ses cours, il nous faisait des vidéos, il était présent en visio, etc., en sachant que le reste, c'était quand même pas évident. C'est pour ça que j'ai mis bienveillance, écoute et humour, alors, parce que je crois que ça décrit des styles pédagogiques
de base, en fait, ce que on peut presque appeler ça c'est pas des compétences, c'est plutôt des capacités de base qui vont nous mener vers les questions d'inclusion. C'est-à-dire, sans l'écoute des étudiants, on n'y arrive pas. Évidemment, derrière, il y a l'intégration des étudiants dans les projets, il y a l'interaction avec les étudiants, il y a la co-conception, etc., etc. Mais là, je serais tenté de dire, je suis déjà dans un autre stade. Je pense qu'il y a un socle qu'il faut qu'on se réapproprie et qui est vraiment un socle important. Je passe très vite parce que vous allez les retrouver. En fait, le numérique nous pose une question. C'est ce que André Tricot m'a suggéré comme concept. C'est en fait l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est un effet de sciences économiques qui décrit que beaucoup de politiques publiques et de discours publics en faveur des plus défavorisés, finalement, défavorisent encore plus les personnes qui sont elles-mêmes défavorisées. Du côté du numérique, on a plutôt tendance à habiller les riches, habiller ceux qui ont un capital culturel, habiller les étudiants qui n'ont aucun problème, etc. Pour ceux qui ont des problèmes, il y a quand même un effet de surajout de ça. Il faut vraiment le regarder en face. On a plein de travaux qui démontrent ça. Et je pense, je l'ai dit plusieurs fois, que vous auriez intérêt, y compris les gens des services, à vous rapprocher des travaux sur la pauvreté-précarité. C'est-à-dire que je vous ai beaucoup parlé du non-recours, des droits, etc. Du côté des scientifiques qui travaillent sur ces dimensions-là, il y a plein de choses à tirer vis-à-vis des questions d'inclusion des personnes en situation de handicap, dont cet effet Mathieu. Alors, puisque vous allez pouvoir le retrouver dans une merveilleuse revue éditée en ligne qui s'appelle Phronesis dès septembre, je ne résiste pas à l'idée de vous présenter un schéma qui permet de comprendre finalement qu'au-delà des processus individuels, au-delà des interactions homme-machine, le principal de notre boulot, c'est de créer des environnements capacitants. Et revue de littérature, travail là-dessus. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un environnement capacitant ? C'est un environnement, dans sa première dimension, qui maximise les potentialités de départ. Vous voyez qu'on est dans la logique des capacités et plus dans la logique des compétences, puisque quand on travaille sur les compétences, on se rend compte qu'il y a la notion d'incompétence en creux, et il faut faire attention à ça. Deuxième dimension de la surprise, favoriser les opportunités d'apprentissage. Un environnement capacitant est forcément créatif, et vous avez démontré plein de choses cet après-midi. La dimension 3, c'est la liberté d'apprendre. Donc vous vous rappelez ce message de Mérieux il y a bien des années, on met l'élève au centre de l'apprentissage. Eh bien, c'était un message qui n'était pas assez clair. C'est pas l'élève qu'on doit mettre au centre de l'apprentissage, c'est le désir d'apprendre, c'est le goût du savoir. C'est pas l'élève en tant qu'il est assis dans une classe. C'est des processus qui sont des processus plus subtils et plus fins. Et la dernière dimension, c'est qu'un environnement capacitant, ça favorise le développement d'autres apprentissages dans d'autres environnements. Toute la question finalement de l'autonomie. Alors, je veux pas aller, voilà, je vous laisserai ça, les autres effets, mais je voudrais quand même finir sur une petite conclusion. Et je suis très fier de vous, puisque les collègues de la gouvernance sont restés jusqu'au bout, et que moi-même j'ai été vice-président 2 fois, donc je sais que c'est très dur et très très compliqué. Et puis c'était ma conclusion au congrès de l'Association internationale de pédagogie universitaire la semaine dernière. Il me semble qu'on a fait un vrai effort. Il y a eu un coming out là de pédagogique pour les enseignants-chercheurs, formation des nouveaux maîtres de conf, accompagnement des enseignants-chercheurs. On va dire globalement la figure de l'ingénieur pédagogique commence à se stabiliser, etc. Il me semble qu'on a une marche supplémentaire à accomplir. C'est super, hein, le co-développement, l'accompagnement, la formation des enseignants-chercheurs et des ingénieurs pédagogiques, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on s'attaque à la formation des cadres. Parce que clairement, je ne sais plus qui disait, c'est vous là-bas, qui disait mais comment je fais parce que en Sciences Po, en telle discipline, ils veulent pas. Eh bien, il y a plein de situations où finalement les jeux de représentation des formes et du métier d'enseignant-chercheur se retrouvent aveugles complètement des situations qui sont des situations qu'on va gérer à l'échelle d'une université pour des étudiants qui sont en grande difficulté. Donc là, je suis
je ferai passer directement le message à Bernard Montubert aussi. Là, il me semble qu'on a un vrai boulot, et dans l'état actuel des choses, il n'y a pas grand-chose de fait. Je pense que conclure là-dessus en disant, et ça c'était dans une revue scientifique sur la pauvreté-précarité, si on ne fait pas ça, en fait, le numérique sera probablement un agent de surexclusion et pas un facteur d'autonomisation et d'empowerment. Merci. Ah. Et un dernier clin d'œil de geek quand même. Merci. Merci beaucoup Pascal. Merci tout le monde, encore une fois. Et puis, je vous souhaite... À bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, exactement. À très bientôt. Bonne soirée. Merci.